Merci, Monsieur le Président. Si j'ose le faire, c'est seulement pour un devoir de remerciement envers tous les intervenants, aussi envers ceux qui ont assisté au colloque, parce que de fait, c'est un exercice qui a une conclusion sur un colloque aussi riche, mais premier constat, en dépit de la polysémie historiquement nourrie par l'histoire de la notion d'équité, j'ai eu l'impression d'une certaine cohérence, c'est-à-dire que le dialogue, on l'a vu même ce matin, le dialogue a pu effectivement se tisser, c'était pas gagné par avance. J'ai l'impression que même les intervenants, face à une notion si ambiguë, ont ressenti le souhait de l'apprivoiser, c'est-à-dire ils ont saisi cette occasion de réflexion pour essayer de maîtriser cette notion. Je vais commencer dans mon introduction en indiquant des objets de ce colloque, de perspectives dans mon intention. L'une, c'était celle de réactiver le sens ancien de cette constellation de notions pour leur redonner de l'intensité et pour verser ces notions à nouveau dans le débat. Et deuxième objet, c'était celui de donner, surtout aux antiquisants, ceux qui se tournent vers le passé, une conscience plus aiguë de débats actuels pour se libérer d'une certaine façon de leurs préjugés, de l'implicite, de ceux qui conditionnent effectivement, parfois involontairement, notre regard sur les passés. Je pense que ce sont deux objets que nous avons pleinement atteints. Pour ce qui concerne la réactivation des notions anciennes, je fais un constat. Presque tous les intervenants ont utilisé, parfois nommément, la réflexion aristotélicienne. Ce n'est pas le vecteur de l'équité, ne semble pas être la réflexion cicéronienne ou latine. Et donc c'est un constat que je trouve très intéressant, disons, comme résultat, mais il faut y réfléchir. Et d'autant plus que le mobile de ce colloque, c'était une réflexion dans mon cours sur l'équité romaine. Donc il faut vraiment dire que l'intervention de Philippe Hoffman, effectivement, était la seule dédiée explicitement à Aristote, mais il faut constater que la présence massive de la pensée aristotélicienne. Il y a un autre constat, banal, il y a une différence d'approche entre les antiquisants et ceux dont l'intérêt porte sur des questions plus actuelles, c'est-à-dire que les antiquisants ont une attitude assez descriptive, tandis que les experts dont les intérêts portent sur des sujets contemporains ont une attitude plutôt constructive et voire prescriptive. Donc il y a vraiment une différence qui fait aussi un peu la difficulté du dialogue. Troisième mot qui me semble intéressant, c'est celui de la traductibilité, dont
nous a parlé encore une fois Philippe Hoffman, mais aussi Jean-Luc Heger et Jean-Louis Alperin. Donc la traductibilité interlinguistique, mais aussi intertemporelle. Donc là, il y a effectivement, je pense, toute la difficulté de notre colloque, parce que il faut avouer qu'il y a parfois un problème de vocabulaire qui nous empêche de progresser. Donc, je pense que c'est là un des enjeux les plus importants. Je vais poser j'essaierai très bref, mais j'avais posé 5 questions qui m'intéressaient. Donc, j'essaie de voir quelles ont été les réponses. Première question, l'équité est un mot creux, un masque de l'arbitraire, ou au contraire, elle a un contenu fixe, universel, voire immuable. J'avais proposé, pour ce qui concerne l'équité romaine, de lui accorder un certain contenu assez, disons, épais, mais qu'on pouvait reconstituer si on insère l'équité dans une anthropologie politique, dans un arrière-plan, une vision du monde, des relations humaines. Et là, je constate, donc pour l'équité romaine, c'était, disons, le porteur de cette anthropologie est plutôt Cicéron, et je constate que effectivement la présence d'une anthropologie politique est au cœur de certaines préoccupations actuelles, parce que je reconnais dans la fresque de Laurent Faubostier, dans son holisme post-contemporaine, une sorte de réactualisation de l'universalisme cicéronien. Donc je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence, il y en a une, notamment celle de l'insertion du non-humain dans cette fresque, mais ce que je constate, c'est que lorsqu'on veut vraiment utiliser la notion d'équité pour un projet, il faut avoir en arrière-plan une anthropologie politique. Et donc ça me paraît assez intéressant comme questionnement. Pour ce qui concerne plus étroitement, est-ce qu'il y a des principes de l'équité qui sont assez, disons, constants? Je m'interrogeais sur la vocation du fameux cas Riggs-Palmer de Dworkin, qui a été évoqué par Jean-Louis Alperin. Donc c'est un cas qui était prévu, disons, ou qui avait attiré l'attention aussi des juristes romains, un cas semblable. Et si je l'évoque, c'est parce que dans le texte, c'est un texte de Proculus dans le livre 24e du Digeste, la solution, il y a un homme qui tue sa femme, et le juriste dit, mais cet homme, le mari, ne peut pas revendiquer la dot, et la justification est: ce n'est pas équitable, le mot est ecum non est, ce n'est pas équitable que quelqu'un s'enrichisse par son crime. Donc c'est tout à fait, disons, le principe de ne pas nuire à autrui que nous retrouvons dans l'idée d'équité cicéronienne, encore une fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement des principes qui semblent fonctionner en tant que critère de justice. Donc, il n'y a pas vraiment... Je ne suis pas tout à fait convaincu que l'équité ne puisse pas être remplie d'un certain nombre de principes de fonctionnement.
Autre question que j'avais posée au départ, l'équité s'oppose-t-elle ou s'intègre-t-elle au droit? Alors, nous venons de le voir. Dans le droit positif, il y a une marge très limitée disons, de vie, de praticabilité de l'équité. Mais justement, ce qui a été souligné, le rôle inversement proportionnel de l'équité à l'espace dont elle est douée, souligne son importance. Mais son importance, en quel sens? Je pense que c'est une importance de réflexion. L'équité fonctionne comme un point de vue critique sur les institutions. Donc, c'est vraiment le nom qu'on donne au regard critique sur l'existant. Après, il y a beaucoup de possibilités d'avoir un regard critique, mais surtout pour les juristes, je pense que l'équité a cette fonction fondamentale d'ouvrir un espace de réflexion. Pour ce qui concerne encore le rapport entre droit et équité, bien évidemment, le rapport a changé par rapport à l'Antiquité, parce que j'ai souvent entendu ces mots, le droit est un outillage. Donc, on ne voit pas l'équité comme un principe qui nourrit le droit. C'est au contraire, le droit n'est qu'un rouage institutionnel pour atteindre certains buts qu'on peut qualifier d'équitables ou de souhaitables. Donc, c'est ce rôle instrumental du droit qui m'a frappé en tant qu'historien du droit. On l'a entendu de Laurent Fonbostier, de Philippe Aguillon, mais aussi de Claire Mathieu. Donc, j'ai bien aimé son exposé sur les algorithmes. Et je pense que, au vu de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que les algorithmes sont des outillages pour appliquer le droit, il faut reformuler le mot de Montesquieu. Et donc, ce n'est pas le juge qui a la bouche qui prononce les paroles de loi, mais ce sont les algorithmes, ce sont les rouages qui mettent en œuvre les paroles de la loi. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi que les algorithmes, elle nous a dit, peuvent être utilisés pour vérifier la praticabilité des normes juridiques. On peut les utiliser pour vérifier si, disons, ce que le législateur envisage est effectivement quelque chose qu'on peut mettre en pratique. J'arrive presque à la fin. Quel est le rapport entre équité et justice? Là, il y a vraiment un problème terminologique. Nous avons eu des contributions très importantes, par exemple la dimension sacrée de la justice qui nous a été montrée par John Scheid. Mais je pense que cette dimension sacrée de la justice ancienne a été substituée dans certains discours, par exemple celui passionnant de Bruno Carsanti, c'est-à-dire c'est la perception sociologique du désir de justice. Donc il y a cette dimension qui était auparavant, disons, qui avait une dimension théologique qui devient plutôt une dimension sociologique. Et quel est le rapport entre équité et égalité? Effectivement, ça, je dirais, c'est le problème qui est plus compliqué à gérer, même dans le cadre de ce colloque. Bruno Carsanti nous l'a dit, il y a un problème de
Jean-François Delfraissy nous a parlé de la dignité d'une personne qui n'est jamais tributaire de son utilité et de son âge. Claudine Piercelin nous a parlé de l'injustice épistémique qui empêche un témoin d'être écouté, ou l'injustice herméneutique qui empêche un groupe social de se faire entendre, ou la dimension du plurilinguisme. C'est-à-dire, il y a vraiment un problème de qualification de ce qu'on veut comparer et mettre en relation. Et c'est dans cette perspective qu'on a beaucoup vu mettre l'accent sur la quantification. Donc, s'il y a une tendance qui se dégage, c'est une tendance à la quantification des objets à mettre en relation. Donc, je m'arrête sur ce point. Pour terminer, est-ce que l'équité et la justice au cas par cas? On vient de l'entendre parce que Pierre Rosanvallon en parlait à la fin de la première partie de cette séance. Il faut regarder, disons, les situations concrètes et humaines. C'est ce dont nous ont parlé Philippe Hoffman et Charles Guerin. Pour la rhétorique et la philosophie grecque et romaine. Je permets d'insister sur ce point pour exprimer mon point de vue personnel, qui n'est peut-être pas celui qui a été retenu par plusieurs intervenants. Je trouve qu'il y a effectivement une différence entre l'épieikeia grecque à laquelle on fait référence pour souligner la nécessité de prendre en considération les cas spécifiques, les circonstances qui font que chaque cas individuel soit différent et par rapport à la définition générale d'une norme. Ça, c'est l'épieikeia, c'est une opération d'adéquation. Je trouve que c'est différent par rapport aux critères qu'on utilise pour, à la fin, établir un lien entre la situation concrète qu'on examine et la norme générale, c'est-à-dire la décision comment traiter ce cas dépend d'un critère de décision que j'appelle l'équité. Donc l'équité, c'est un critère pour décider. Autre chose, c'est le fait que pour décider, il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. Alors je trouve que cette distinction qu'on a du mal à faire parce que il y a cette identification lexicale entre équité et épieikeia me semble assez importante. En tout cas, c'est ce que je retiens disons, de mes lectures. Je termine en disant que je suis vraiment content d'avoir pu écouter autant d'idées généreusement partagées parce que nous avons dû reporter ce colloque et je craignais que disons, l'intensité de la réflexion allait un peu se diminuer par rapport au temps. J'ai l'impression que, si je ne me trompe pas, il y a une envie de retrouver toute notre puissance, disons, de réflexion qui dérive aussi de la possibilité de la partager effectivement avec nos collègues, avec un public plus large, pas seulement dans la réflexion un peu individuelle que ces temps nous ont imposé. Donc je vous remercie, je remercie le Collège de France et tout son personnel pour avoir permis ce rencontre.